Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Boris pour du jeu. Aujourd'hui, un nouveau du neuf versus du vieux. On va parler d'un genre de jeu assez connu, la pose de tuiles, un genre de jeu qui est foisonnant, qui s'illustre depuis des années. Un des pionniers serait Carcassonne par exemple. Il existe plein de manières en fait de poser des tuiles, on peut les piocher au hasard comme un Carcassonne, on peut les choisir dans une rivière, on peut essayer de reproduire des motifs avec ces tuiles pour poser des bâtiments. C'est un genre qui est intéressant parce qu'il est assez intuitif et puis il permet de voir un paysage se construire au fur et à mesure. C'est pas pour rien que Carcassonne a autant plu, c'est parce qu'on commence avec un tout petit château, une toute petite prairie et petit à petit on a vraiment un paysage énorme qui s'étend sur la table. Donc ça c'est plutôt cool pour les personnes qui sont pas habituées à jouer, ça peut être un petit truc en plus qui les attire vers ce genre de jeu. Mais c'est des jeux qui peuvent être aussi très techniques, très interactifs parce que qui dit construction d'un paysage, s'il est commun, il y a de la tension pour se placer sur certains endroits dans l'espace partagé. Et à l'inverse, si on se construit son propre paysage, on peut contre-drafter des tuiles dans une rivière, etc. pour empêcher nos adversaires de mener à bien leur plan. Aujourd'hui, la nouveauté, ce sera le monde de Reterra, qui m'a été envoyé par Pixie Games, c'est donc une copie presse. Vous allez le voir, malheureusement pour Pixie Games, c'est de nouveau pas un jeu que j'ai énormément apprécié, mais on va voir ce qu'il a d'intéressant, c'est un jeu qui a des qualités, et puis on va le comparer à d'autres vieilleries, comme on a eu l'habitude de le faire depuis déjà quelques épisodes. Avec la particularité qu'aujourd'hui j'aurai beaucoup de vieilleries à vous présenter, parce que le genre de la pose de tuiles, il est quasi saturé. Et on est parti. Générique. On commence comme d'habitude par le neuf avec le monde de Reterra. Un jeu qui a fait pas mal parler de lui parce que il nous vient d'Eric Lang notamment, mais aussi de Ken Gruhl, qui est l'auteur notamment de 50 missions. Donc comme souvent, quand il y a deux auteurs, on retient souvent le co-auteur qui nous intéresse le plus, qui nous marque le plus en tant que joueur expert. Eric Lang, qui est connu notamment pour Blood Rage et pour la trilogie dans laquelle il s'inscrit. Mais Ken Gruhl, c'est un auteur qui est pas déconnant non plus. Il fait des jeux plus familiaux, plus efficaces. Il a notamment fait Mantis récemment. Un jeu a priori tout bête, moi j'y ai pas joué, mais redoutable pour jouer en famille. Et donc, ça paraît logique que Eric Lang s'associe à lui pour faire un jeu familial, parce que c'est vraiment ça, l'ambition du monde de Reterra, c'est de faire un jeu qui met tout le monde d'accord, qui soit joli, qui essaye de s'inscrire dans une espèce de mouvance écologique dans son thème, le sous-titre c'est « Reconstruire une communauté ». Alors c'est pas un jeu de zadiste, franchement, le thème écologique, il est là un peu pour faire joli, il se ressent pas du tout dans le gameplay, puisque c'est, comme d'habitude, un jeu où on doit faire le plus de points de victoire possible, construire des bâtiments le plus possible, occuper l'espace. Donc franchement le côté écolo je l'ai pas vu. Bon, après c'est pas bien grave, c'est le cas de quasiment tous les jeux, c'est juste que du coup ça la fout mal cette espèce de sous-titre écologique alors que le jeu n'a pas du tout cette dimension après dans son gameplay. Le monde de Reterra déjà c'est une qualité d'édition assez bluffante. Alors certes j'en ai vu beaucoup qui couinaient parce que les tuiles sont très fines, et ça c'est sûr que dans un jeu de pose de tuiles ça la fout mal, on n'est pas sur une épaisseur à la Acropolis. Et en même temps, je pense que c'est voulu, parce que la dimension écologique, elle peut aussi se retrouver dans la volonté de faire un matériel qui fasse un peu gaffe à son empreinte carbone. Bon, je dis ça, et en même temps, il y a des petites boîtes en plastique pour bien ranger toutes les tuiles, qui sont très pratiques au demeurant, mais bon voilà, c'est une contradiction de plus. Mais clairement, c'est un jeu qui est joli. Il donne envie d'y jouer quand il est sur la table. Il est très vite expliqué, c'est vraiment l'enfance de l'art. À votre tour, vous prenez une tuile parmi 5 dans, je vais dire une rivière, mais c'est plutôt un espace commun, parce qu'il n'y a pas de notion de rivière, de ceci est le début, ceci est la fin, c'est juste, il y a tout le temps 5 tuiles de disponibles, et vous avez aussi reçu 3 tuiles en début de partie qui sont secrètes, qui sont de votre main. Si aucune des 5 tuiles au milieu ne vous intéresse, vous pouvez aussi jouer une des 3 tuiles de votre main si vous en reste. Suite à ça, qu'est-ce que vous essayez de faire avec ces tuiles? Vous faites un carré de 4 sur 4, ce carré, il sera complet chez tout le monde à la fin de la partie, donc il y a 15 tours de jeu, parce qu'on commence avec une tuile, et vous essayez d'agencer des symboles engrenages qui sont sur un fond de même couleur, donc des territoires de même type,
entre eux. Alors c'est pas un jeu de pose de tuiles dans lequel on a une liberté folle, dans le sens où les tuiles peuvent pas se chevaucher, on peut pas les superposer, etc. comme dans d'autres jeux du genre. Vous devez quand même bien respecter les limites. Vous n'êtes pas obligé que les couleurs s'associent, mais c'est quand même beaucoup mieux, surtout si vous essayez de construire des bâtiments un petit peu ambitieux. Et en fonction de la taille du bâtiment, il va rapporter plus ou moins de points de victoire et son pouvoir va être plus ou moins fort. Par exemple, le bâtiment le plus difficile à construire, il demande d'avoir 4 engrenages côte à côte, et comme a priori, sauf erreur, il n'y a jamais qu'un engrenage par tuile maximum, ça veut dire bien agencer 4 tuiles ensemble, donc ça c'est pas évident. Mais si vous y arrivez, ça va vous faire beaucoup de points, et il y a 3 sets de bâtiments différents, donc ça c'est sympa, ça permet 3 mises en place de base, ou alors carrément de mixer les bâtiments des différents sets entre eux, donc en termes de variabilité, on a ce qu'il faut, même si variabilité n'est pas égale à rejouabilité, je vais y revenir. Donc sur le papier, vraiment, le contrat est rempli, quoi. On a un jeu hyper simple, hyper fluide, je prends une tuile, je construis éventuellement un bâtiment, mon autre option, ce serait de recruter un citoyen qui va me faire juste un point de victoire que je pose sur un engrenage au choix. Bon, c'est moins bien que de construire un bâtiment, mais des fois ça permet de grappiller quelques points, et puis il y a des petits pouvoirs qui vont fonctionner sur tel ou tel axe stratégique, il y a aussi des petits symboles sur les tuiles qui valent aussi chacun un point de victoire, quel que soit le type du symbole, on s'en fiche, donc c'est vraiment un scoring qui est simplifié à l'extrême, on peut un petit peu se gêner et recouvrir des symboles des adversaires avec certains pouvoirs, on essaye aussi de faire les territoires les plus grands possibles dans chaque couleur, parce que à partir du moment où un territoire fait 7 cases, il va vous faire 3 points, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et c'est un jeu de pose de tuiles agréable, qui cadre quand même votre expérience, parce que vous avez ce carré que vous pouvez pas dépasser, parce qu'il y a qu'un symbole engrenage par tuile, donc de ce côté-là, c'est assez équilibré, il n'y a pas d'effet d'aubaine quand une tuile est retournée et que d'un coup, elle est beaucoup plus forte que les autres. Et puis, si on veut faire les bâtiments les plus avancés, c'est assez technique, ça demande de bien réfléchir, de bien regarder les tuiles qu'on a en main, et de pas se foirer, quoi. Alors, qu'est-ce qui m'a moins plu? Bon, faut savoir que j'ai quand même fait 3 parties du jeu avant de faire cette critique, 3 parties à 2 joueurs, ça peut changer des choses, même si a priori ça n'a pas nécessairement de plus-value d'y jouer à beaucoup plus, parce que l'interaction est très faible, et moi c'est ça qui m'a gêné. Alors j'en ai discuté avec certaines personnes, dont Miss Meeple Board Game sur Instagram que je salue, qui me dit si, il y a de l'interaction, parce que on peut recouvrir les symboles des adversaires, etc. Mais ça pour moi c'est pas vraiment de l'interaction, c'est juste tu as un effet qui déclenche un truc négatif chez ton adversaire, ça lui fait perdre un point, en plus le petit jeton bric-à-brac que tu lui mets lui fait -1, donc en gros tu lui fais perdre 2 points, ça c'est pas vraiment de l'interaction, c'est juste tu vas activer cet effet et tu vas cibler la personne qui te semble le plus en avant au score. On se gêne, on s'embête, mais c'est pas de l'interaction au sens où je l'entends, dans le sens où je vais faire un coup qui anticipe ce que mon adversaire a prévu de faire et qui va pouvoir le contrer. Juste qu'à la place de gagner 2 points de victoire, j'en fais perdre 2 à mon adversaire, mais ça revient exactement au même, surtout si on joue à 2, et même si tu joues à 3 ou 4, tu vas juste cibler la personne qui te semble la plus en avance au score, donc ça revient un peu au même aussi. Donc ça c'est une question de ressenti personnel, et puis l'interaction elle pourra se faire dans un contre-draft, c'est-à-dire, il y a 5 tuiles au milieu, je prends celle qui intéresse mon adversaire. Même si elle m'intéresse un peu moins, tant pis, je fais le calcul que si je lui prends cette tuile, ça vaut le coup de passer mon tour à faire ça, parce que ça le gêne vraiment pour la suite. Mais le problème, c'est que il n'y a que 4 couleurs différentes de territoire, et 5 tuiles dans l'espace commun, c'est énorme. Donc, si par exemple, je cherche à empêcher mon adversaire d'avoir des tuiles noires, pour peu qu'il y ait déjà 2 tuiles noires dans l'espace commun, mon tour de jeu ne sert à rien en ce sens-là, parce que si je lui prends une tuile noire, il lui en reste une, et il peut toujours la poser. Et même s'il n'y a qu'une seule tuile noire, il y a de très grandes chances que je lui prenne, et que derrière, en révélant une nouvelle tuile, ça soit à nouveau une tuile noire. Franchement, il y a beaucoup de chances que ça arrive. J'ai pas fait des statistiques, mais c'est vraiment mon ressenti, parce que c'est arrivé plusieurs fois. Donc voilà, ce contre-draft, quand j'ai essayé de le pratiquer, il m'a à plusieurs reprises semblé insatisfaisant. Et qu'est-ce qui se passe quand tu passes ton tour à faire un coup pour contrer l'autre et que ça se révèle insatisfaisant? Au final, tu te dis, ça vaut pas le coup, et t'arrêtes, et tu te concentres juste sur ton propre petit carré, et à ce moment-là, autant jouer à un jeu solo, quoi. Et puis aussi, la durée de partie, elle est fermée, il n'y a pas d'aspect course, ça sera 15 tours, pas un de plus, donc on peut même pas essayer de rusher, de mettre fin à la partie avant que l'autre ait pu finir les bâtiments un petit peu plus ambitieux qu'il voulait faire. Certes, la réserve de bâtiments, elle est limitée, par exemple, il n'y a qu'un seul bâtiment à 4, mais ça m'a pas semblé suffisant comme tension pour qu'il y ait vraiment un stress là-dessus. Donc voilà, pour moi, il y avait
pas assez d'interaction. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ben, j'ai l'impression que mes parties sont un peu interchangeables, et c'est pas les effets des différents bâtiments qui pour moi sont à la marge, qui ne transforment pas suffisamment l'expérience de jeu, qui vont faire que ça soit un coup de cœur pour moi. Alors du coup, le monde de Reterra, pour moi, c'est pas désagréable à jouer. Vraiment, il n'y a pas de problème. Je passe pas un mauvais moment quand j'y joue, mais j'ai pas envie d'y revenir au-delà de ces 3 parties. Et déjà, au bout de la première, fallait que je me force un petit peu. Encore une fois, non pas que ça soit mauvais, mais parce que, il me manque cette tension, il me manque ce truc de regarder l'adversaire dans les yeux, d'avoir mon cœur qui bat un petit peu parce que j'ai peur qu'il me pique cette tuile. Là, il y a plein de moments où, dans les 5 tuiles, je sais qu'il pourra pas me contrer, et j'avance et je trace ma route, quoi. Peut-être, par exemple, qu'ils auraient dû réduire la rivière de tuiles à 2 joueurs. Et en même temps, je sais pas dans quel monde tu te mets à faire des alliances, si t'es 3 ou 4, pour être plusieurs à enlever une tuile à un autre joueur. J'ai l'impression que c'est pas la philosophie du jeu. Mais voilà, faites-moi des retours si vous avez un ressenti différent dans les commentaires. Je sais que le jeu a pas mal tourné, qu'il a séduit certaines personnes. Pour moi, dans la pose de tuiles, il me faut cet aspect contre-draft, sinon ça me manque un peu. Après, si vous en fichez de cette interaction-là, et que vous avez juste envie d'un jeu de pose de tuiles familial, agréable, vite joué en 25-30 minutes, vite expliqué, très simple à comprendre, celui-ci fait clairement le taf. Et pour moi, il y en a d'autres, mais si vous avez envie de prendre une nouveauté, si dans les vieilleries que je vais vous présenter après, elles sont plus disponibles ou elles vous parlent moins, si l'esthétique de ce jeu-ci vous parle, parce que clairement ça compte, foncez quoi. C'est clairement pas un mauvais jeu, il est juste pas tout à fait pour moi. Et maintenant, on passe au vieux. Alors, je vais aller vite sur les différentes vieilleries que je veux vous présenter, parce qu'on va aller crescendo dans la vieillerie. J'ai pas mal de jeux qui représentent cette catégorie. Je vais commencer par les petites bourgades. Alors, techniquement, c'est pas vraiment de la pose de tuiles, c'est de la pose de cubes dans un carré qui est déjà prédéfini, mais pour le coup, on cherche aussi à reproduire certains motifs pour ensuite poser des bâtiments qui ont des effets. Principalement des effets de scoring, mais parfois quelques effets immédiats. Et pour moi, c'est vraiment le genre de jeu, si je le possède, j'ai pas envie de conserver Reterra, parce que c'est le même genre de durée de partie. On peut y jouer carrément jusqu'à 6, mais ça se joue aussi très bien à 2. Dans toutes les configurations, il y aura non seulement de l'interaction, mais il y aura aussi de la tension. Et c'est tout aussi vite expliqué. C'est vraiment pas compliqué de comprendre les règles, ce qui est compliqué, c'est de bien y jouer et de pas se foirer. Comme c'est des parties très courtes, au pire, si vous faites une mauvaise partie, vous en refaites une derrière et tout va bien. Dans les petites bourgades, ce qui fait la différence, c'est que un joueur annonce pour tout le monde autour de la table, quand c'est son tour, la couleur de cube qu'on va poser. Et là, ça fait que pour bien jouer aux petites bourgades, il faut pas être non seulement les yeux rivés sur son carré, même si il faut bien se concentrer pour pas se foirer dans le positionnement de ses cubes, mais il faut aussi regarder les adversaires pour éviter de leur donner des actions gratuites, en leur donnant des cubes qu'ils auraient eu de toute façon envie de demander eux-mêmes. Si vous leur donnez des cubes qui les arrangent, ils vont pouvoir, eux, à leur tour, s'ils sont plus malins que vous, dire une couleur de cube qui ne vous arrange pas. Et là, c'est magique, parce que on prend un malin plaisir à annoncer une couleur de cube qui emmerde tout le monde, sauf nous, à regarder ses adversaires bien dans le blanc des yeux en disant cette couleur. Et là, pour le coup, en plus, je trouve que les effets ont un peu plus d'ampleur que dans Reterra, dans le sens où c'est des effets vraiment stratégiques. Il y a plusieurs cartes pour chaque type de bâtiment, en fonction de ces cartes qui ont été tirées en début de partie. Un peu à la Dominion, vous allez regarder le setup et vous allez vous dire, ok, cette partie, je vais essayer de faire ça, je vise ce scoring-là. Et est-ce que vous allez y arriver? On va voir, mais c'est un objectif que vous fixez dès le début de la partie. Là où dans Reterra, je trouve que tu fais un peu plus plic-ploc en fonction de ce qui vient. Et ici, les effets sont beaucoup plus satisfaisants, t'es vraiment content d'avoir posé ton bâtiment. Dans Reterra, je m'en fichais un peu, je l'ai posé pour le scoring, quoi. Bon, les petites bourgades, c'est pas très vieux, ça date de 2019, ça a 5 ans, mais je sais que pour certains, c'est déjà une éternité. Vieillerie suivante, King Domino. Alors, j'ai plus le King Domino original de 2014, moi j'ai la version King Domino Origins, qui propose potentiellement exactement la même expérience que King Domino, avec des modules en plus, et puis les couronnes sont remplacées par des flammes qui sont crachées par des volcans, et c'est ça la seule différence, c'est que vous pouvez un peu plus maîtriser où vous allez placer vos couronnes. Si vous connaissez pas King Domino, c'est hyper simple, vous faites un petit carré de 5 par 5, vous essayez de mettre des territoires identiques les uns à côté des autres, avec cette tension que, oui, plus votre territoire est grand,
plus il va potentiellement vous rapporter de points, mais il faut aussi que vous arriviez à choper des couronnes qui vont faire office de multiplicateur pour le nombre de cases que vous avez dans ce territoire. Si vous n'avez pas de couronne, votre territoire peut être immense, il vous rapportera 0 points. La mécanique majeure de King Domino, qui en fait selon moi un très grand jeu avec plusieurs niveaux de lecture, autant du familial à l'expert, c'est son système d'ordre du tour. Un système qui a tellement fait ses preuves qu'il a été repris dans Middle Ages, dont on va reparler bientôt sur la chaîne. Dans King Domino, vous le savez probablement, mais les tuiles ont une valeur à leur verso, et à chaque début de manche, on va les classer par ordre croissant, de la plus petite à la plus grande. Et l'ordre du tour va être déterminé par la valeur de la tuile qu'on a choisie. Donc, si on a pris une tuile considérée par le jeu comme peu intéressante, on pourra au moins jouer en premier à la manche d'après. A l'inverse, si on a pris une tuile avec des symboles assez rares, considérés comme de valeur élevée, on sera dernier à jouer ensuite. Et ça c'est top, parce qu'avec cette petite mécanique-là, on a énormément de tension. On a une prise sur sa place dans l'ordre du tour, on a des dilemmes cruciaux, on doit choisir entre prendre une tuile moins intéressante, mais jouer avant les autres pour pouvoir les contrer, ou se dire, bon tant pis, advienne que pourra, je craque, je prends cette tuile, et tant pis s'il me passe devant, c'est pas grave. Et ça c'est génial, parce qu'à la fois ça vous laisse le choix, et en même temps il y a un côté prise de risque, parce que vous savez pas exactement ce qui va sortir ensuite, mais vous pouvez l'anticiper quand vous connaissez bien le jeu. Voilà, cette gestion de l'ordre du tour, elle m'a manqué aussi dans Reterra, où on joue juste l'un après l'autre, il n'y a pas de possibilité de casser ça en jouant 2 fois d'affilée, certaines fois, pour prendre des tuiles sous le nez de son adversaire. Donc ça c'est une mécanique qui est absolument géniale dans King Domino. Et puis là, attention, la vieillerie ultime du jour. Attica, un jeu de 2003, donc ça a plus de 20 ans. J'en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne dans une vidéo où je déterrais des vieilleries de ma ludothèque. C'est un jeu de Marc-André Casasola-Merkel, donc l'auteur notamment de Talouva, qui est aussi un excellent jeu de pose de tuiles. Et moi, je lui préfère encore Attica. Dans Attica, en vrai, on pose surtout des jetons. On a une course pour essayer d'être le premier à poser ces 30 jetons, et pour ça, il va falloir prendre possession des différentes tuiles. Parce que sur les tuiles, il y a des symboles, comme dans Reterra, mais ici, on est sur un espace de jeu partagé, et évidemment, ça fait toute la différence, parce qu'on veut être le premier à profiter de ces symboles. Là où Attica est intéressant, c'est aussi qu'il vous donne une liberté beaucoup plus grande, parce que par défaut, vos tuiles doivent être adjacentes entre elles, vous devez les poser côte à côte, mais vous pouvez aussi, à tout moment, quand vous posez une tuile, décider de payer des cartes supplémentaires pour créer une nouvelle colonie, comme le jeu l'appelle, un nouvel amas de tuiles qui est ailleurs, n'importe où sur la carte. Donc ce contrôle-là, il est très intéressant, et pour autant, Attica reste un jeu hyper familial. Moi j'y joue avec mes parents, et très fluide, parce que c'est vraiment simple en fait. C'est soit tu pioches des tuiles pour les poser ensuite vraiment à la Carcassonne, quoi, soit tu passes ton tour pour repiocher des cartes que tu vas utiliser pour payer les tuiles que tu poses. Et puis tu peux aussi banquer tes tuiles pour plus tard, et à un moment dire, vas-y, à la place de piocher, j'utilise ce qui est sur mon plateau, et bam, 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 je fais des chaînages à la Seven Wonders, mais bien avant, on va te dire, voilà, si t'as le vignoble, tu peux poser ce bâtiment-là, qui est chaîné avec, gratuitement, pour peu qu'il soit adjacent. Et là, évidemment, ça crée énormément d'interactions, parce que vous allez essayer d'occuper les espaces autour de vos adversaires, vous allez essayer de les étouffer pour les empêcher de bénéficier de leurs emplacements gratuits, de leurs icônes, etc. Et donc là, le fait qu'on soit sur un espace partagé, vraiment, ça change tout. Et puis je suis pas complètement en train de vous arnaquer, hein. On pose quand même des tuiles dans Attica, parce que cet espace partagé, il va s'agrandir au fur et à mesure. On va pouvoir poser de nouvelles grandes tuiles sur lesquelles poser nos jetons, donc nos adversaires pourront en profiter aussi. Et quand est-ce qu'on va faire ça? On va faire ça quand on finit une pile de bâtiments. Donc évidemment, on va bien choisir le moment où on déclenche la fin d'une pile de bâtiments et où on met en jeu ces nouvelles tuiles. On va peut-être temporiser jusqu'à le faire au moment le plus intéressant pour ensuite en bénéficier nous et que ça profite le moins possible à nos adversaires. En plus, quand tu finis des catégories de bâtiments, tu gagnes aussi des petites amphores que tu peux dépenser pour jouer des jetons supplémentaires et encore une fois prendre tes adversaires de vitesse et leur piquer les icônes avant. Donc tout ça c'est très bien, ça donne déjà pas mal de possibilités, mais ce qui fait de Attica le nec plus ultra et qui fait qu'il y a une tension permanente que moi j'adore, c'est qu'il y a deux façons de gagner la partie. La première, c'est la classique, c'est tu poses tes 30 jetons de bâtiment, t'as gagné, on te voit venir, mais peut-être qu'on n'a pas pu te rattraper. Mais la deuxième, elle est beaucoup plus intéressante, c'est la victoire éclair, c'est la blitzkrieg. Sur le pourtour de l'aire de jeu, il y a des petits temples. Et ben si tu parviens à relier 2 temples avec des jetons à ta couleur, bim, t'as instantanément gagné la partie. Même si t'as posé 6 jetons et tes adversaires en ont posé 25, on s'en fout, t'as gagné. Il n'y a pas de deuxième place, il
n'y a pas de troisième place, rien, c'est tout à gagner. Et ça, c'est incroyable, parce qu'on se surveille en permanence, et que malgré ça, il y a des coups qu'on peut ne pas voir venir. Et là, tu pètes un plomb, t'as juste envie de refaire une. Du coup, en fonction de si quelqu'un arrive à faire une victoire éclair ou pas, on est sur des parties de une demi-heure, 45 minutes, allez, max 1 heure, jamais plus. Donc c'est parfait pour un jeu familial, mais où tu peux un peu te tirer la bourre, où il y a cette interaction qui fait qu'il se passe quelque chose avec les gens autour de la table. Donc pour moi, Attica, il réunit quasiment tous les bons ingrédients d'un parfait jeu de pose de tuiles familial. Le seul souci, c'est que comparé à des standards plus modernes du genre, bah il est un peu moche, quoi. Et puis il peut être parfois un poil hasardeux, un poil frustrant quand t'as vraiment un mauvais tirage, mais t'as des solutions pour t'en sortir, hein. Notamment, tu peux jouer 2 cartes identiques pour faire un joker, voilà, il y a pas mal de possibilités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà pourquoi ce coup-ci, le neuf perd un peu face au vieux, et les vieilleries que je vous ai présentées contiennent des éléments qui me correspondent plus à moi en tant que joueur. Mais peut-être que vous, cette interaction, cette tension, vous en fichez, et que Reterra vous plaira, donc n'hésitez pas à l'essayer si vous en avez l'occasion. C'était Boris pour Rue du Jeu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à faire un tour sur la boutique Golden Meeple, c'est important. Et puis, si le concept vous plaît, si la chaîne vous plaît, vous pouvez nous lâcher un don sur Ko-fi, ça fait plaisir, ça vous donne accès aux vidéos en avant-première, et puis à d'autres contenus exclusifs. A bientôt, jouez bien par chez vous, ciao!